C'est la ville à Laval, c'est une ville qu'on s'est donnée. Aujourd'hui pour demain, pour les voisins. Mes salutations. Alors, la culture, c'est l'ADN d'une société. C'est avec plaisir que je vous présente des artistes qui se sont illustrés dans notre communauté. Aujourd'hui, une artiste des mots et de la parole, et plus encore, elle va nous raconter beaucoup de choses. Nancy Lange, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Lapierre. Vous êtes lié à l'écriture, mais comment vous est venu ce goût de l'écriture? L'écriture, ça a toujours été quelque chose de présent dans ma vie, mais je pense que ce qui a été la première personne que j'ai rencontrée qui m'a mis en contact, en tout cas avec la poésie, c'est Jacqueline Derry-Mochon, qui était mon professeur en 7e année. Et d'ailleurs, j'ai fait cette année un livre qui est paru en février, février 2021. Et qui est finaliste là, pour les prix régionaux, le prix régional du Conseil des arts et lettres du Québec. Et dans ce livre-là, il y a un texte qui est un texte hommage à Mme Jacqueline Derry-Mochon. Ça a été quelqu'un de très important dans ma vie. Oui, très active. Elle a été présidente de Québec-France aussi, l'association Québec-France-Laval. Oui. Et puis, c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup encouragée à écrire, à publier et qui m'a mis en contact avec la poésie. Alors, je dirais que le goût avait toujours été là. Ça a toujours été présent dans ma vie, l'écriture et la lecture, mais elle, ça a été... d'avoir une année d'école avec elle, ça a été très important. Comme quoi, un professeur, ça peut faire beaucoup de changements dans la vie d'un enfant. Maintenant, quel médium vous préférez? Pourquoi la poésie plutôt que le roman? Ou Écoutez, c'est comme si vous demanderiez à un danseur pourquoi le ballet classique plutôt que le ballet jazz. C'est pas une question facile à répondre. La poésie, parce que il y a quelque chose de très vaste et en même temps... vous savez, il y a des gens qui collectionnent les timbres, qui collectionnent toutes sortes de choses. Je pense qu'un poète ou une poète, c'est une personne qui collectionne les instants, qui collectionne les moments et qui fait une connexion entre quelque chose peut-être qu'elle voit ou qu'elle entend, quelque chose de sensoriel souvent. Et tout à coup, il y a un croisement qui se fait, il y a un sens qui se crée à partir d'une émotion. Et c'est le désir de garder cette émotion-là. C'est comme un polaroid d'une émotion, les poèmes. Vous avez traduit ça, ces émotions-là, dans un livre qui est le vôtre, à un moment donné. Parlez-moi donc de votre livre que vous avez écrit. Le dernier, Traduire les lieux origines, c'est un livre qui visite en poèmes et en petits récits courts différents lieux de Laval. C'est un projet que j'ai commencé il y a plusieurs années au moment du 50e anniversaire de la ville et que j'ai poursuivi. Alors, c'est un projet photo et texte que j'ai fait en collaboration avec le photographe Robert Etcheverry. Et je visite la ville. Je m'arrête à des endroits qui sont des lieux archétypaux, l'église, le pont, la petite école du village, etc. Et le livre donne un aperçu de l'histoire de ces lieux-là, mais c'est entremêlé aussi avec mon vécu dans cette ville-là, dans ces lieux-là, et celui de ma famille, mes parents qui ont vécu à Laval aussi, et le lien aussi entre Laval et les Laurentides, parce que Laval, c'était la porte vers le nord. Hein? Alors, et moi, mes grands-parents maternels vivaient dans les Laurentides. Alors, ça s'appelle « Traduire les lieux origines », parce que ça parle beaucoup de l'origine des lieux et aussi de mes origines à moi, du côté de mes parents et mes grands-parents. Vous avez participé aussi à d'autres volumes, des volumes qui sont des collectifs, par exemple. Parlez-moi donc de ça.
Il y a 2 collectifs qui ont paru cette année. Moi, je suis autrice, mais je suis aussi présidente d'un regroupement d'auteurs et d'artistes qui est basé à Laval, qui s'appelle Rappel, Parole, Création. Et cet organisme-là, on fait beaucoup de projets multidisciplinaires et qui sont souvent ancrés dans des enjeux sociaux. La défense de l'environnement, par exemple, la protection ou la mise en valeur, peut-être je devrais dire plutôt de l'environnement, la mise en valeur des femmes et aussi la mise en valeur de l'apport de la diversité culturelle. Moi, mon père était un immigrant. Mon mari, c'est un immigrant. Alors, c'est quelque chose qui fait partie de moi, la diversité culturelle. Et les deux, en tout cas, j'espère que mon mari dirait la même chose aussi, mais dans les 2 cas, c'est des histoires d'immigration heureuse. Et j'ai créé un projet qui s'appelle « Immigrants, semeurs de possibles », où j'ai fait participer des jeunes photographes de la relève et aussi plusieurs auteurs de Laval pour présenter en photo et en texte le portrait de 25 personnes, lavallois et lavalloises, qui sont issus de la diversité, donc qui sont des immigrants et qui ont contribué à la société dans le domaine des arts, de la culture et de l'éducation. Alors, on retrouve autant, par exemple, Eddie Toussaint, qui a créé les ballets de jazz. On retrouve, par exemple, des gens, des musiciens, des danseurs, mais aussi des professeurs du primaire, du secondaire, de l'université. Donc, plusieurs personnes, 25 personnes qui ont apporté à la société. Donc, ce projet-là les met en valeur. Et ça a d'abord été une exposition. Après ça, plusieurs expositions, parce que ça s'est fait en différents volets à mesure des financements qu'on a obtenus. Et ensuite, on a fait un livre. Et là, en ce moment, on va dans les écoles secondaires avec ce livre-là. Ah, c'est intéressant. Oui, qui est offert gratuitement aux élèves des classes qui participent. Et moi, je vais en atelier. Donc, j'offre un atelier aux élèves. Quelle belle initiative. Et on y va, et j'y vais à chaque fois avec une des personnes qui a été modèle dans ce projet-là, qui parle de sa propre expérience d'immigration heureuse. Oui. Et de ce aussi, enfin, la personne est disponible pour les questions des élèves. Alors, on a déjà visité plusieurs classes. Et on espère en visiter encore plusieurs. Un projet extraordinaire. Nancy Lang, vous êtes même maintenant connue internationalement. Vous avez des rapports à Paris, en Islande, tout ça. Parlez-moi donc de ça un peu. Oui, j'ai créé aussi pendant la pandémie, j'ai créé une revue de poésie qui s'appelle Femmes de parole, qui vise la mise en valeur des voix des femmes. L'Union des écrivains du Québec a fait une étude assez exhaustive il y a quelques années. Je crois que ça a sorti il y a 3 ans, les résultats de cette étude-là, qui avait été aussi sur 3 ans et qui a montré qu'il y a encore au Québec une grande disparité entre les hommes et les femmes qui écrivent au niveau... les femmes sont moins enseignées, elles sont moins visibles dans les médias. Donc, j'ai décidé... Bon, ça faisait très longtemps que je faisais des projets de mise en valeur de l'écriture des femmes. Ça fait 20 ans que je fais ça au moins. Mais là, j'ai décidé de faire une revue. Et cette revue-là comporte toujours 2 parties. Une partie qui s'appelle « Passerelle » au pluriel, où on demande à des autrices de choisir des autrices qui les ont inspirées ou avec qui elles ont des affinités littéraires. Et les 2, on publie des poèmes des 2. Pour l'instant, c'est des poètes. Et
on publie aussi un texte où la première, qui a choisi la deuxième, fait un texte pour expliquer son rapport avec l'écriture de l'autre. Et la deuxième fait la même chose avec une autre autrice qui n'est pas dans la revue. Alors, c'est vraiment une mise en valeur de la trace de l'écriture des femmes. Et la deuxième partie, qui s'appelle Écho et résonance, présente toujours un hommage à une poète décédée. Alors, on a eu 3 numéros dans l'année dernière et un de ces numéros-là, qui s'intitule Résilience et dépassement, était consacré à un hommage à Anne-Marie Alonso. Là, étant donné les choses qui se passent en ce moment dans le monde, nous avons décidé de faire le deuxième numéro de l'année en solidarité avec l'Ukraine. Alors, on travaille en ce moment avec des femmes poètes qui sont en Ukraine, des grandes poètes, qui vont écrire des textes qui vont être traduits en français. Et on a les 5 membres du comité de rédaction et 7 poètes lavallois et lavalloises qui vont aussi écrire des textes qui vont faire partie de ce numéro-là. Et aussi des poètes d'Occitanie, parce que moi, j'organise, bien pas moi, mais le Rappel Parole Création organise aussi des échanges de résidence avec l'étranger. Et cette année, on va envoyer des personnes dans le sud de la France et on reçoit des personnes du sud de la France. Alors, ils vont aussi faire partie du numéro. Et tous les profits des ventes de ce numéro-là vont aller à Médecins sans frontières pour aider pour l'aide en Ukraine. Oui, un beau mouvement. Vous êtes éligible actuellement pour un prix prestigieux. Mais oui. Ça? Ah oui, et je suis très honorée d'ailleurs. Oui, je suis finaliste pour le prix Artiste de l'année du Conseil des arts et lettres du Québec pour la région de Laval, pour justement ces 3 publications-là qui ont paru dans le courant de 2021. Bien, vous avez notre appui, puis c'est formidable quand même, un prix prestigieux comme ça. Et puis, il faut que nos auditeurs sachent que vous êtes une organisatrice d'événements également. Oui, c'est moi qui... bien, pas toute seule quand même, là, mais c'est moi qui conçoit la programmation de Rappel Parole Création. On a toujours des Lavallois impliqués dans tous les événements artistiques qu'on crée. Et on en crée à Laval, mais on en crée aussi à l'extérieur de Laval, où on fait rayonner à l'extérieur les artistes de Laval. Formidable. Puis vous aussi, vous êtes organisatrice d'événements, oui, puis vous donnez des conférences également. Oui, je donne des conférences, des ateliers, des présentations. Là, en ce moment, je donne des ateliers dans les écoles avec Immigrants sommeurs de possible. Là. Et puis, disons que cette année, là, en juin et en juillet, je vais être partie pendant 2 mois. Parce que dès la première année, notre projet Femmes de parole a été remarqué par un éditeur français qui nous invite au marché de la poésie de Paris. Et après ça, je m'en vais en Islande. J'ai été choisie par le Conseil nordique des ministres pour essayer d'organiser sur 3 ans, là, c'est une mission exploratoire, pour organiser des échanges de résidence avec l'Islande en littérature. Nancy Lange, une artiste des mots et de la parole. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes formidable. Merci, M. Lapierre. Merci. Merci pour votre travail de diffusion de la culture. C'est un plaisir. Les opérettes à Laval, vous connaissez? Oui. Ah, alors, c'est Jocelyne Cousineau qui est, avec son équipe, qui est l'une des instigatrices de ça. Jocelyne Cousineau, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est très gentil à vous de m'avoir invité. C'est un honneur pour... Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans les opérettes? Mais quand j'étais plus jeune, je dirais pas plus petite, parce que je peux pas être... Quand j'étais plus jeune, à la maison, on chantait tout le temps. Oui. Ma mère disait, t'as une voix, chante. T'as 2 jambes, danse. Alors, on chantait, on dansait, on faisait la vaisselle en chantant des airs d'opérette avec maman. Papa, maman, les 2 étaient très, très, très impliqués avec les variétés lyriques dans ce temps-là. Ben oui. Puis, fait qu'on a toujours été élevés dans ça. Mais c'est en 83, je me suis inscrite avec les voisins de Saint-Martin, à Laval. Puis, Mme Poirier m'avait demandé un jour,
est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un rôle dans l'opérette La Belle de Cadix, qui devait être présentée en 84 à la salle André-Mathieu? Mais j'ai dit, je serais pas capable. Elle dit, c'est pas ça, je t'ai demandé. Elle dit, je t'ai demandé, est-ce que ça t'intéresse? Mais j'ai dit oui. Elle dit, le reste, je m'en occupe. Alors, je dois une fière chandelle à Mme Poirier pour m'avoir forcé de dire oui et de commencer à faire de l'opérette. Qui organisait les opérettes à ce moment-là? Qui était responsable? Bien, c'était Marie-Marthe Poirier avec les voisins de Saint-Martin. Puis Marie-Marthe est partie vers les années 80, au début des années 90. C'est M. Pierre Turcotte qui a pris la relève. Ensuite, c'est M. Fournier. Puis c'est devenu l'Opéra Bouffe du Québec. Vous avez commencé avec l'Opéra Bouffe. Oui, en fait, dans ce temps-là, c'était les voisins de Saint-Martin. Ça s'appelait les voisins de Saint-Martin. Ça a changé de nom entre-temps. Puis en 2004, mon fils Étienne était allé passer 6 mois. Il faut dire que votre fils est Étienne Cousineau. Oui, c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le sopranisme. Oui, okay. très connu sur le territoire lavallois et ailleurs aussi, avec d'autres émissions qu'il a fait. Puis... il est allé passer 6 mois en France avec la comédie musicale Chicago. Puis le jour, il allait feuilleter dans les opérettes là-bas, puis il a trouvé des bijoux d'opérette. Puis quand il est revenu, il dit « J'ai le goût de me partir une troupe ». Puis c'est de là qu'est partie Production Belle Lurette. Puis on s'est spécialisé dans des opérettes qui demandaient pas trop de solistes et surtout pas de chœurs, parce qu'il y avait déjà l'Opéra Bouffe, le Théâtre d'Arléric et Fantasia qui avaient des chœurs, fait qu'on n'aurait pas pu avoir une 4e troupe d'opérette. Alors, en faisant ça à effectif réduit, on présentait des pièces qui ont peu ou pas été présentées sur le territoire lavallois. Puis c'est comme ça qu'on a fait notre petit bonhomme de chemin. Oui, c'était de la création que vous présentiez. C'était totalement nouvelle. C'était des pièces qui n'avaient pas été jouées tellement, parce que justement, il n'y avait pas de chœur dedans. Alors, les troupes ne présentaient pas ça, fait que ça dormait tranquillement, mais nous autres, on les a trouvés, puis on les a réveillés, puis on leur a donné vie. Vous étiez une grosse équipe? Avec Production Belle Lurette? Oui. En fait, on est le conseil d'administration, on est 6. Puis à chaque année, c'est une nouvelle production qu'on présente. Donc, on va chercher nous autres, on aime donner la chance aux étudiants qui sortent des écoles de théâtre et de théâtre musical, leur donner la chance de jouer sur scène entourés de professionnels. Puis, il y en a beaucoup. On reçoit énormément de curriculum vitae à chaque année, parce que les gens viennent nous voir. Ah oui, mais les gens n'ont pas de vitrine, hein? Exactement. Ah, quand même, ça leur donne une belle vitrine pour se faire connaître. Ah oui, puis c'est quand même des spectacles de qualité, là, avec costumes, décors, puis entourés de professionnels. Puis depuis 2015, Étienne porte le nom, si vous voulez, de metteur en scène, et souvent, il a un rôle féminin à cause de sa voix, ce qui fait rire le public. Mais les chorégraphies sont excellentes aussi. Oui, Étienne, c'est les chorégraphies, la mise en scène, oui. Parce que moi, j'ai connu Étienne au début comme danseur au Centre de la Nature, les premières apparitions, les premières fois qu'il s'est présenté en public. Je l'ai connu, on avait aidé, je ne sais pas quelle équipe, là. On avait aidé à avoir la scène. C'était pas Fantasia? Pardon? C'était-tu Fantasia avec Fantasia? Non, c'était avec les pieds légers? Les pieds légers. Les pieds légers, avec les pieds légers. Alors, c'est au tout début. Alors, c'était les seules vitrines que les gens avaient pour se faire valoir. Exactement. Parce que Étienne, qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait faire de la danse, du théâtre, mais au début, là, c'était les costumes. Alors, là, il est allé avec les pieds légers, il se costumait, puis après ça, il a développé la voix, la danse et tout, puis... C'est là aussi qu'il a appris la chorégraphie à fonctionner, ça a éveillé son esprit. Mais il a toujours aimé donner vie à ses toutous, il était tout petit. Puis je lui disais des fois, Étienne, va jouer dehors. Pas de problème. Il était avec ses toutous, il s'en allait dehors sur la table à pique-nique, puis il continuait il montait des opérettes. Il venait voir le spectacle Les voisins de Saint-Martin, puis il regardait, puis il arrivait à la maison, puis il remontait la pièce. Chaque toutou avait son personnage, puis il savait les répliques par cœur. Fait que c'est de là qu'est parti son goût de faire de l'opérette. Puis je suis contente. Je suis contente de lui avoir
passé. Oui, de l'avoir simulé là-dedans. Oui. Hein, puis mon mari aussi était vraiment... Ben oui, parle-moi donc ça. Toute la famille était impliquée dans la culture. Oui, vraiment. Mon mari a fait beaucoup d'improvisation avec la Place des Aînés. On a parti 2 troupes d'improvisation à Laval. La première, c'était la Ligue d'improvisation lavalloise. Ensuite, le MIT, le mouvement international d'improvisation de la théâtrale. Puis, on a arrêté en 2013, là, parce que ça devenait beaucoup. Là. C'est tous les dimanches soirs, là, puis avec Belle Lurette et tout. Alors, mais mon mari était très, très, très impliqué au niveau des arts de Laval. Il a fait partie de comités, puis très, très à l'écoute. Je dois vous dire qu'il a fait partie du CA, ici, de TVRL aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Il a fait, il a fait partie du CA d'un mandat. Ah oui. On était très fiers parce que c'était un type qui apportait des nouvelles idées toujours, qui était tellement sociable aussi. Oui. Dans ce que vous avez fait, est-ce que vous avez actuellement, vous avez un projet qui est en marche actuellement? Oui. Parle-moi. On présentera du 4 au 6 novembre au Théâtre des Muses de la Maison des Arts, La vie parisienne de Jacques Offenbach, avec chorégraphie et mise en scène. On va être en quinzaine à peu près sur scène, parce qu'on voulait avoir quelque chose de festif. Après 2 ans à l'intérieur, à rien faire, autant pour le public que pour nous autres, on voulait que ce soit festif. Alors, ça sera vraiment quelque chose de grandiose là, pour... Alors, on en fait une annonce. Ça sera présenté, vous dites, le titre. Du 4 au 6 novembre. Du 4 au 6 novembre. À la maison, au Théâtre des Muses de la Maison des Arts. À la Maison des Arts. Oui. OK. Alors, il faut dire que c'est... Je vous le dis, là, vous allez aimer. Vous allez aimer vraiment là, ces pièces-là. Les Belles Lurettes, c'est toujours bien. On s'amuse, en tout cas. Et oui. Les costumes sont bien, les chorégraphies sont formidables, les décors sont professionnels. Oui. C'est pas mal bon. Parlez-moi maintenant de la carrière d'Étienne. Oui. Comment va Étienne? Étienne va bien. C'est sûr qu'avec la pandémie, il a mis un petit peu de côté sa carrière de chant parce qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il fait beaucoup de mise en scène. Il est demandé par d'autres troupes pour faire de la mise en scène. Puis... là, il s'est dirigé vers l'enseignement du français au secondaire. Il finit sa 2e année. Il a terminé sa 2e année à l'UQAM. Puis, il adore ça. Il adore ça. Il fait beaucoup de suppléances. Oui? Oui, il fait beaucoup de suppléances quand les professeurs ne peuvent pas, mais oui. il l'appelle. Puis, il adore ça. Il adore ça. Mais il a toujours aimé, pas toujours... Quand il était à l'école, au secondaire, lui-même avait un petit peu de misère. Mais depuis quelques années, il aime étudier, il aime apprendre, il est curieux. Alors, fait qu'il est retourné à l'UQAM faire un bac en enseignement du français au secondaire. Oui. Oui. Jocelyne Cousineau, une femme qui a toujours été active comme vous, elle doit avoir des projets. Mais Belle Lurette me demande beaucoup de temps parce que je suis présidente de la production. Alors, mais c'est les lettres à droite, à gauche, les demandes. C'est toujours à recommencer d'année en année. Il faut toujours recruter des talents aussi, des nouveaux talents. Exactement. Puis moi-même, j'ai un rôle dans les productions parce qu'ils ont toujours besoin d'une reine, d'une mère, d'une grand-mère, d'une princesse, d'une tante. Alors, je me retrouve toujours avec un rôle. Mais il faut que j'apprenne les textes, il faut que j'apprenne mes rôles. Oui. On a des répétitions 2 soirs par semaine. Fait que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Puis là, je ne suis plus sur le marché du travail. Alors, le jour, je peux mettre encore plus de temps pour ça. Mais vous êtes aussi une école, en fait. Disons qu'on est plus une... Parce qu'on n'enseigne pas aux gens comment faire. On leur donne des outils suite à ce qu'ils ont appris. On leur donne des outils pour pouvoir se produire, pour tenter le terrain, comme on dit, là. Se faire connaître. Puis dans leur CV, bien, ça fait une expérience. Oui, c'est une belle expérience. Oui, c'est bien. OK. Jocelyne Cousineau, vous faites un travail remarquable. Merci. Moi, je suis bien content. Puis on va inviter les gens, la population,
aller voir le spectacle de La Belle Lurette. À quelle date déjà? Du 4 au 6 novembre. Puis, si les gens veulent avoir des informations pour la troupe, là, on est en train de mettre notre site à jour, mais c'est une question il va de avoir temps. un site. Le site va être... Belle Lurette, en un mot. bellelurette.org. Vous allez là, puis vous arrivez sur notre site. Alors, si vous voulez avoir des informations, tous les détails vont être sur notre site. Vous êtes une femme formidable. Merci. Et vous méritez beaucoup de succès. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Lapierre. C'est gentil. Merci. Merci. Une petite capsule divertissante. Vous savez que Laval, les noms de rues ont été modifiés assez régulièrement. Vous savez que le boulevard de Laurentides, avant 1954, se nommait le boulevard Taschereau. C'était en l'honneur du premier ministre de l'époque. Et vous savez aussi que ceux qui demeurent dans le souvenir que le boulevard de la Concorde ne se nommait pas le boulevard de la Concorde, mais il se nommait le boulevard de Mers, la rue de Mers. Et le boulevard Saint-Martin, le grand boulevard Saint-Martin, c'était la rue Polyot. Et vous savez également que le boulevard Sainte-Rose c'était pas le boulevard Sainte-Rose, s'appelait la rue principale. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, sachez qu'au bout de l'île, à l'extrémité de l'île Jésus, il y avait une tribu algonquine. Alors, cette tribu-là pouvait accueillir tous les explorateurs qui arrivaient, qui venaient de Québec, qui descendaient de Québec. Ils s'arrêtaient pour faire un power sur le Jésus. Alors, c'était la tribu algonquine de l'île Jésus. C'est une ville qu'on s'est donnée pour grandir, vibrer, dormir, veiller, rêver et chanter. C'est la ville à Laval, c'est une ville qu'on s'est donnée aujourd'hui, pour demain, pour les voisins.